Bonsoir à tous. Nous sommes là pour parler de la deuxième saison de Andorre. Voilà le retour des Saintes Écritures. Dieu merci, je n'ai pas fait de faute d'orthographe, ça m'aurait bien foutu les boules. Mais voilà, deuxième saison de Andorre. Il me tarde d'en parler. Voilà, il faut que j'en parle. Ça va être génial. Voilà, je vais vous faire un petit récap saison 1 et puis après on va enchaîner arc par arc. Voilà, la saison a été diffusée trois, euh, trois épisodes par semaine. Voilà, c'est pas un modèle que j'aime, mais bon, bah, je fais avec. Et voilà, trois épisodes pour un arc. Et voilà, on va parler de tout ça. Parlons de tout Allez, ça. je vais essayer de ne pas faire plus de 10 blagues foireuses sur le nom de la série. Ouais, ok. Ah bah il y a tout, hein. Il y a la planète, il y a le pays, il y a tout. Ouais, et la première vanne, tu t'es endormi devant la saison 2 ou ça va, ça a été. Non, au contraire, ça m'a fait rester éveillé alors que je bossais le lendemain, quoi. Donc ça ne m'a pas endormi. Hop là. Ok. Alors Kraki, tu viens de dire quelque chose que je pourrais considérer comme blasphématoire. Bah, moi, j'ai vu que le Mandalorien. Donc, Bah, écoute, je vais boire tes paroles et étudier ton. je vais prendre en Ah, photo quand même pour ce l'anecdote, on message. a parlé Star Wars au boulot, hein, parce que du coup, on parlait des séries et j'ai dit que j'ai regardé que le Mandalorien. Mon chef a dit, mais t'as pas honte? J'ai dit, bah, il faut me donner plus de congés. Il a répondu lol. Je pense que ça veut dire non. Ok, c'est pas très. Oui, au bûcher, Mac, tout à fait, si tu as raison. Eh bien, tu peux enchaîner les slides, hein. J'ai préparé plein d'images. Plein d'images. Alors, euh, parlons quand même un petit peu avant tout d'enchaîner sur la saison 2, parce que mine de rien, c'est quand même une série où il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de cette première saison. Il faut savoir que moi, Andorre, j'en avais rien à faire avant qu'elle sorte la série. J'ai aimé Rogue One, hein, je trouve que le film est cool. Le personnage dans le film il est sympa, voilà, ça rend un petit peu la rébellion un petit peu plus gris que d'habitude. Mais quand on a annoncé, oh, on va faire une série spin-off sur un personnage dont on connaissait déjà le destin, dans un film qui était déjà un préquel au Nouvel Espoir, j'étais un peu en mode, il y a peut-être mieux à faire, non? J'étais pas, en- j'ai- alors, à chaque fois je le dis, j'étais pas en train de dire que ça allait être nul, mais vraiment c'était pas du tout quelque chose qui me hypait, mais vraiment pas du tout. J'étais beaucoup plus hypé par la série Obi-Wan Kenobi. Résultat des courses, Obi-Wan Kenobi est une série au mieux médiocre, Andor est une énorme masterclass, voilà tout simplement. Donc voilà, j'aurais mieux fait de me taire à l'époque. Donc voilà, première saison, on nous explique un peu comment Cassian Andor, voilà on nous explique ses origines, comment il est rentré en contact avec un petit peu les prémices de la rébellion, et on le voit un petit peu parcourir la galaxie sous un empire qui n'a jamais été aussi horrible et fasciste, hein, comme n'importe quel empire. Donc voilà, c'était une excellente saison de télévision, une excellente saison de Star Wars. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus que ce soit l'arc du braquage, de la prison, l'écriture est excellente, la musique de Nicolas Britell est excellente, la photographie est magnifique, on tourne beaucoup plus en décor réel et ça se voit, la série a de la gueule, la série a coûté très cher, mais ça se voit. Voilà, c'est pas comme Marvel qui va mettre 300 millions dans un film qui a une sale tête. Là, on met 300 millions dans une série de 12 épisodes voilà, dans une saison de 12 épisodes, voilà, qui avait de la gueule. Donc voilà, première saison. Alors, je sais que les trois premiers épisodes sont un petit peu lents, mais voilà, je ne peux que vous conseiller de persévérer parce que vraiment, c'est s'arrêter avant d'avoir atteint le filon d'or, hein, tout simplement. Voilà, mon frère a regardé les trois premiers épisodes, il était en mode je me suis fait chier. Voilà, donc histoire de dire que voilà, ça m'a bien énervé, mais voilà, je vous conseille ah ben voilà, Kraki, tu dis que t'aimes pas et tu regardes que les trois premiers épisodes, c'est littéralement alors les pires entre guillemets, hein, parce que ça reste bon, mais oui, je suis d'accord, il y a un rythme assez lent, mais par la suite, on a vraiment c'est que du bon. Euh, et oui, la série Obi-Wan Kenobi, visuellement, elle est dégueulasse. Je suis désolé enfin, je trouve qu'elle est dégueulasse. Je vais être voilà. La photographie est pas bonne du tout. On voit le volume.
Les effets spéciaux sont pas ouf. Les combats, je les aime bien. Le dernier combat Vador Obi-Wan est bien, ça je suis d'accord. La prestance de Vador aussi, je trouve qu'elle est pas trop mal, mais ouais, franchement, je trouve que c'est pas bien. La petite Leia est cool. Il y a des moments cool hein, dans la série Obi-Wan, je dis pas, mais je ne suis pas d'accord. Mais voilà, il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Mais voilà, première saison de Andorre, je persévérez, vous serez récompensé. Voilà, 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 j'ai mis un petit peu trois. Alors, résumer la première saison de Andorre avec trois images, ça a été extrêmement compliqué, mais j'ai pris un peu voilà trois éléments qui ont un petit peu solidifié vraiment enfin, mon amour pour cette série. Voilà, on a le personnage de Andy Serkis, voilà dans l'arc de la prison. Je n'en dirai pas plus. Ceux qui ont vu la série, vous savez que cette image est voilà, c'est quelque chose. On a ce qu'on appelle l'œil d'Aldani, voilà une espèce c'est pas vraiment une chute de météorite, voilà, c'est un phénomène un peu genre atmosphérique, voilà, magnifique, voilà, qui se passe durant l'arc du braquage. Pareil, excellent moment. Et puis on a le speech de Marva, voilà, en version hologramme. Je vais pas en dire dans quelles circonstances ça arrive, mais c'est vraiment, j'ai des frissons à chaque fois que je réécoute le speech. C'est vraiment très, très bien écrit, très bien joué. Et comme tout le reste de la série, c'est un discours qui peut énormément résonner avec ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est aussi la séquence, je crois que c'est peut-être une des séquences où la musique diégétique, enfin la musique de la série devient diégétique et de manière assez justifiée. Enfin voilà, c'est la première saison, voilà, voilà, si ça vous donne pas envie de regarder la saison 2, je ne sais pas quoi faire. Alors c'est marrant que tu dis ça, Matt, parce que la petite vieille, elle ferait un bon fantôme à Poudlard. Cette actrice-là, c'est celle qui joue la tante Pétunia dans Harry Potter. Voilà, c'est la tante Ah horrible putain, j'y ai de. pensé aussi. Et pourtant, je déteste. Voilà, c'est la tante Pourtant, je déteste Harry Potter. de. Ah, je suis pas fou. C'est la tante de Harry. Voilà, tout à fait. Excellent casting aussi hein, dans les deux saisons. Voilà, beaucoup d'acteurs britanniques qui ont une gueule aussi parfois, qui ont vraiment une gueule vraiment identifiable. Donc voilà, c'était très très cool. Saison 2, voilà, on rentre dans le dur quand même au bout d'un moment. Premier arc, voilà, les épisodes 1 à 3 qui se passent en 4, 3, 2, 1. Oui, alors, la série a quand même la particularité, comme Rogue One, de avoir des petits messages, des petits titres quand on arrive sur certaines planètes pour savoir où est-ce qu'on est. Et en plus, première, c'est que c'est aussi la première série, je crois que même parmi les films aussi, je crois que c'était pas le cas, qui vraiment date ces événements. Voilà, dans la première saison, on était en 5 ans avant la bataille de Yavin. L'arc 1, c'est 4 ans. L'arc 2, c'est 3 ans. Puis 2 ans, puis 1 an. Et puis juste avant d'arriver, voilà, juste avant Rogue One, voilà, c'est la fin du dernier arc. Premier arc, quoi dire, on a Cassian qui se met voilà à voler un prototype de chasseur de l'Empire. Voilà. Alors c'est dès le début, hein, c'est pas vraiment du spoil. Je vais pas spoiler sur ce qui se passe. Hein, voilà, je vais vraiment dire comment l'arc démarre, vraiment où est-ce qu'on en est, etc. Mais je vais pas spoiler sur ce qui s'y passe. Premier arc, voilà, on retour en force, voilà, avec un petit vol comment on appelle ça, de TIE Fighter, hein, voilà, impérial. Voilà, donc on a tout de suite un petit peu des scènes d'action. On re-rentre un petit peu dans le bain, comme on dit. Et c'est aussi l'occasion, voilà, dès la première scène du premier épisode, c'est un peu retrouver voilà, des bons dialogues, hein, voilà, parce que j'aime beaucoup hein, Star Wars hein, dans son globalité, j'aime beaucoup pas mal de séries, mais en termes de qualité de mise en scène et d'écriture, il y a quand même un contraste assez impressionnant avec cette série où, voilà, qui met un peu la latte à tout le reste. Et dès le premier dialogue, vraiment, on retrouve des dialogues qui sont vraiment. Il y a un côté sincère, il y a un côté puissant. Enfin voilà, on sent vraiment que c'est vraiment des personnages qui ont du vécu, qui sont dans un monde qui. Voilà, c'est bien écrit, c'est des bons dialogues, c'est bien interprété. On continue, voilà, comme dans la première saison, à suivre les aventures du bureau de sécurité impériale. Voilà, les deux personnes
En blanc, voilà, c'est un petit peu les officiers de renseignement, voilà, de l'Empire, c'est eux qui sont au renseignement, qui se renseignent sur les cellules de rébellion, etc., etc. Et on pourrait croire que assister à des réunions de renseignement et de contre-renseignement impérial, ce serait vraiment très chiant. Détrompez-vous, c'est parmi les meilleures scènes de la série. Là aussi, en termes d'interprétation, on a alors, Dedra Mero est interprété par Dennis Gough, je sais pas comment on prononce, mais voilà, qui jouait notamment Yennefer dans The Witcher 3. Et on a aussi Anton Lesser qui joue le Major Partagaz. Et là, pareil, c'est à chaque fois qu'il y a ces personnages-là à l'écran, c'est des gens qui tout de suite arrivent à capter l'attention, qui ont une diction très particulière et qui voient vraiment. Ils peuvent raconter les trucs les plus chiants, parler juste de. Qu'est-ce qu'on fait dans ce bureau, pourquoi on fait des réunions, mais vraiment à chaque fois c'est vraiment tout se goupille très bien pour vraiment même donner aux scènes les plus en apparence chiantes et où il n'y a pas d'action, etc. Mais c'est des scènes de discussion qui sont très bien rythmées, qui font avancer l'histoire, qui sont bien écrits. Et oui, il y a certains détails, certaines particularités dans le jeu des personnages qui fait qu'on a vraiment l'impression que c'est des vrais êtres humains, quoi. Alors c'est des fascistes, mais quand même des vrais êtres humains dans le sens où il y a une profondeur derrière, même si on la voit pas tout le temps, on la voit un petit peu apparaître vraiment uniquement ouais, dans la manière de se tenir, dans la diction, etc. Euh, voilà. Et en parallèle des aventures de Cassian qui vole des vaisseaux et qui se retrouve sur une planète à, voilà, à faire un petit peu à devoir négocier certaines choses avec certaines cellules de rébellion. Et en plus, voilà, du côté impérial, on a un petit peu le troisième axe principal de cette série avec la sénatrice Mon Mothma, voilà, qui était dans l'épisode 6, dans le Retour du Jedi, qui était dans l'épisode 3. Euh, on la retrouve dans cette série un petit peu avec tout le côté comment est-ce qu'on finance une rébellion. Et c'est vrai que sur le papier ça a l'air très très chiant, mais c'est méga bien. Et ça inclut pas mal de, voilà, de sacrifices professionnels, personnels. Et là, on la voit dans ce premier arc, au mariage de sa fille. Voilà, je n'en dirai pas plus. Euh, J'ai mis cette image là et je pense que voilà, c'est pour ceux qui ont regardé la série, je sais à quel point voilà vous. Voilà, c'est un sacré coup de poing, on va dire ça comme ça. Et là, pareil, voilà. En plus, je trouve que c'est transformé un personnage qui était quand même très très secondaire dans l'univers. En plus, pour une actrice qui jouait déjà ce personnage-là dans La Revanche des Sith, mais on la voyait très très peu. Ou voilà, elle était Alors, je sais pas si on l'aperçoit dans le 3, mais en tout cas, elle était dans les scènes coupées, ça c'est sûr. Et elle fait partie vraiment des rebelles originels, hein. C'est vraiment. On appelle ça la délégation des 2000. Voilà, c'est les sénateurs qui se sont opposés dès le début à l'Empire. Elle en fait partie. Et voilà, et secrètement, elle fonde la rébellion, etc. Et là aussi, pareil, c'est vraiment transformer un personnage assez très secondaire en vraiment un des meilleurs personnages de la saga, tout simplement. Donc voilà, pareil, on pourrait croire que voilà, un mariage mondain entre deux familles nobles, ça pourrait être très chiant et très pompeux. Voilà, c'est juste méga bien et là aussi on a l'occasion de développer un petit peu l'aspect un petit peu plus gris de la rébellion. Voilà, qu'est-ce qu'on est amené à faire pour se rebeller contre l'Empire, hein, voilà, tout simplement. Tu peux passer là, voilà, on va passer au deuxième arc. J'essaye. Ah, ça bug ou quoi? Ah, voilà, ok. Deuxième arc, je dirais peut-être que c'est un petit peu le ventre mou de cette deuxième saison, un petit peu, hein, faut pas déconner, ça reste quand même très très bien. Mais c'est surtout, on met en place un petit peu ce qui va suivre pour la suite, tout simplement. On découvre la planète Gorman, voilà, qui est directement inspirée de la France, Cocorico. Et sur cette planète, on a également aussi pas mal du casting, voilà, des événements qui se passent sur cette planète, qui sont en grande partie des acteurs. Attends, elle est où la France là? Alors là, on voit pas trop parce que c'est un peu la place centrale. C'est l'image en haut à gauche, mais on voit un petit peu plus les rues. Là, j'ai pris ça parce que c'est vraiment le symbole de la ville, mais on voit un petit peu plus les rues, on voit un petit peu les costumes. Il y a des terrasses, il y a des cafés, les rues plus secondaires. Les acteurs aussi sont quasiment tous.
Ils sont quasiment tous francophones. Il y en a une bonne partie qui sont français. On a aussi des acteurs Ok. allemands, Richard Samel qui jouait notamment dans OSS 117, qui jouait voilà le nazi qui dit c'est bizarre, c'est toujours les nazis qui sont les méchants. Enfin voilà, c'est cet acteur. Donc voilà, beaucoup d'acteurs francophones, d'acteurs européens. On leur a inventé un langage basé sur les sonorités françaises. Donc voilà, voilà, ils ont pas mal de trucs assez impressionnants. Donc voilà, on met en place pas mal de choses dans cet arc-là vis-à-vis de la planète Gorman, et on a aussi toute une imagerie qui fait très résistance française, parce qu'on explore évidemment la rébellion, la résistance sur Gorman, qui fait très, oui, résistance des années 40 sous la France de Vichy, sous la France occupée, etc. Donc voilà, c'était cool d'avoir un petit peu de, de voir certaines choses à laquelle on peut s'identifier. On a aussi un de nos personnages secondaires qui s'appelle Wilmon, qu'on voit dans l'image en bas à gauche, qu'on voit de dos, qui se retrouve un peu comme dans les équipes de foot. Voilà, on l'a prêté dans une autre cellule de rebelles, dans laquelle il y a le personnage de Saw Gerrera, voilà, qui est interprété par Forest Whitaker, qui était déjà dans Rogue One. Euh, et cette scène-là, ça montre un petit peu le personnage de Saw Gerrera, on le voit dans Rogue One, hein, je ne spoil pas, c'est quand même une des figures les plus extrémistes de la rébellion, voilà, qui est prêt à tout pour atteindre son but. Voilà, ils ont fait le mercato au sein de l'Alliance Rebelle. Euh, et c'est toujours compliqué de se dire ben, pourquoi est-ce que les gens rejoignent le gars extrême, parce que surtout dans la fiction, hein, parce que voilà, on voit un petit peu toutes les atrocités qu'on qu'il peut commettre. Mais c'est vraiment cette seule scène-là explique à quel point ce genre de personnes peuvent être charismatiques. Voilà, parce évidemment, bon, c'est Forest Whitaker, donc excellent acteur, donc qui permet de donner vraiment 110% sur les dialogues qu'on lui donne. Mais voilà, ça montre clairement le charisme de ces leaders-là et comment ils arrivent vraiment à capter vraiment l'admiration de leurs partisans. Et voilà, typiquement, voilà, cette scène-là, on se rend compte à quel point le personnage est à la fois complètement pété en deux. Hein. Voilà, il commence à être usé, il est paranoïaque. S'il considère quelqu'un comme un traître, il peut l'exécuter. Enfin voilà, donc c'est vraiment un gros malade. Mais à la fois, on montre aussi à quel point il a un côté alors séducteur, pas dans le sens romantique ou que ce soit, mais vraiment dans le côté galvaniser ses troupes. Donc voilà, excellente scène et qui permet aussi de rappeler, c'est un des thèmes centraux de la saison qui montre un petit peu comment différentes cellules indépendantes de rébellion, euh, comment elles arrivent à travailler ensemble, les erreurs qu'elles commettent, enfin voilà, tous les problèmes de coopération qu'il y a. Donc voilà, euh, ce que j'ai dit, c'est un petit peu le ventre mou, donc on est un petit peu en mode, il se passe moins de choses importantes, mais ça permet aussi de faire avancer les choses là-dessus. Euh, et on a aussi, voilà, parmi nos personnages principaux, on a Luthen et Cleia qu'on voit en bas à droite, qui eux sont vraiment un petit peu comment dire, le penchant de la rébellion du renseignement impérial, où c'est vraiment eux qui sont vraiment la structure coordinatrice de la rébellion, en tout cas à ce point-là de l'univers de Star Wars. Si bien que voilà, le personnage interprété par Stellan Skarsgård est surnommé l'Axe par l'Empire, parce que c'est vraiment lui qui permet de coordonner plein de choses, de fournir du matériel, bref. Qui se camoufle sur Coruscant comme un, comment on appelle ça, un curator en anglais, un gars qui est dans les musées habituellement. J'ai perdu le mot. Un, mince, comment on appelle ça? Un gars qui s'occupe d'œuvres d'art, quoi, en gros, hein, tout simplement. Donc voilà, qui est amené à vraiment un conservateur, voilà, merci. Donc voilà, c'est un gars qui est amené à. Je cherchais, hein, mais je Ah ouais, je mais l'avais pas. Je suis c'était désolé. compliqué. Donc c'est un gars qui est amené vraiment à fréquenter l'Empire, vraiment, pas de manière quotidienne, mais assez fréquemment. Et il y a un côté vraiment, oui, vraiment film d'espionnage, peut-être pas à la Mission Impossible, mais vraiment voilà dans ces eaux-là où vraiment il s'agit de pas se faire démasquer, etc. Donc voilà, lui et Cléa, voilà, qui est interprétée par Elisabeth Dula, ou je sais pas comment on prononce, qui est son premier rôle majeur, voilà, en sortant d'école dramatique, voilà, Andorre. Et vraiment sur cette deuxième saison, on lui a donné plus à faire et c'était une très bonne décision parce qu'elle a parmi
les meilleurs performances. Enfin, tout le monde est très très bon, mais c'est vraiment, elle a vraiment des moments pour vraiment briller bien comme il faut. Donc voilà, les deux personnages vraiment c'est là aussi très très cool et une histoire assez complexe. Hein, voilà, qu'on aura un petit peu l'occasion d'explorer un peu plus tard dans la série. Et oui, effectivement, le personnage de Stellan, il a un personnage et un vaisseau très très cool. Voilà, voilà. Voilà. Et là, on les voit notamment sortant d'un gala de sénateurs où c'est très très tendu. Voilà, donc beaucoup de tension. On arrive à créer des scènes avec beaucoup de tension dans cette saison-là aussi. Voilà, on passe vraiment clairement au 10 sur 10 hein, pour moi. Troisième arc. Et là où l'arc d'avant mettait en place beaucoup de choses, notamment sur Gorman, là on arrive vraiment dans ces épisodes-là, c'est vraiment ce qu'on a mis en place auparavant. Là on est en train vraiment d'utiliser cette mise en place et c'est vraiment on s'arrête vraiment pas. Des épisodes 7 à 9, on ne s'arrête vraiment jamais. Alors 7 et 8 sont vraiment des suites vraiment en termes de lieu, de ce qui s'y passe, vraiment, même en termes d'unité de temps, hein, on est vraiment sur un temps très très court. Et on a l'épisode 9 qui est juste après, mais qui vraiment se passe pas sur la même planète, donc on a vraiment une petite séparation, mais c'est quand même des choses qui sont très très liées, c'est pour ça qu'elles font un seul arc. Donc l'épisode 7 et 8, on retourne sur Gorman, donc un an après l'arc d'avant, hein, voilà, il y a des séparations d'un an entre chaque arc. On retourne sur Gorman pour un petit peu je dirais presque le point culminant de la série où c'est vraiment le point central de l'histoire de manière globale. Hein. Tout ce qui se passe avant et après sont vraiment soit pour préparer, soit sont les conséquences directes de ce qui se passe dans ces deux épisodes-là. Euh, on en profite, voilà, juste avant d'entrer dans le dur. Voilà, l'image en haut à gauche, c'est la planque, c'est la maison de Cassian et euh, de ses amis slash proches. Mon casque s'est éteint, ça faisait longtemps. Voilà, donc c'est la maison de Cassian et de ses proches sur Yavin. Donc voilà, on aura l'occasion d'aller sur Yavin, voilà la planète des rebelles. Hein, voilà, je spoil rien, mais voilà, on arrive suffisamment loin dans la chronologie pour arriver à un moment où les rebelles sont sur Yavin. Euh, donc voilà, on a quand même quelques décors un petit peu familiers, hein, bien évidemment. Euh, et on enchaîne très très vite sur il faut retourner sur Gorman pour une mission très particulière. Et lors de cette mission, il va se passer des choses qui permettent de vraiment contempler le pire côté de l'Empire. Enfin, c'est vraiment. Jusqu'à présent, dans Star Wars, on savait que l'Empire était méchant. On le savait, mais on l'avait pas vraiment vu. Et c'est là où on le voit le mieux. Enfin, c'est dans cette série qu'on le voit le mieux de toute façon. Euh, donc voilà, je vais pas dire ce qui s'y passe parce que voilà, c'est vraiment des choses qu'on doit découvrir par soi-même. Mais c'est vraiment, voilà, ça permet de prendre vraiment l'ampleur de j'ai même pas envie de dire de la méchanceté, mais vraiment de la barbarie d'un empire comme ça. Et ça fait vraiment évoluer les personnages là aussi en termes de déjà assister à ce genre d'événements. Ça change des personnages. Et là, on a vraiment voilà le personnage de Cyril, voilà qu'on voit en haut à droite, qui était vraiment celui qui gobait, enfin celui qui gobe à fond vraiment tous les mensonges de l'Empire, là où le personnage de Dedra, voilà, qu'on a vu au tout début, voilà, qui vraiment travaille au sein même de l'Empire, et elle est vraiment pas, on va dire, elle voit au-delà des mensonges de l'Empire, elle bosse dedans, elle sait à quel point il est horrible, mais elle est vraiment, c'est comme ça que ça se passe, c'est parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Là où le personnage de Cyril, c'est quelqu'un qui est vraiment sujet à de la propagande, donc il croit vraiment dans le bien fondé des actes de l'Empire, et ce qui s'y passe va remettre en question plein de choses. Et pour un personnage aussi bien travaillé sur autant d'épisodes, c'est toujours intéressant voilà, de le voir évoluer euh, dans plusieurs directions, hein, parce que même il se passe des choses avant avec son personnage qui sont peut-être pas aussi drastiques, mais qui restent quand même assez intéressantes, parce que ça permet là aussi d'apporter de la nuance du côté de l'Empire, là où la série passe aussi du temps à apporter de la nuance du côté de la rébellion. Donc voilà, épisode 7 et 8, euh, c'est c'est génial, c'est assez atroce. Là aussi, comme pour la fin de la première saison, on utilise un petit peu la musique, le chant de manière diégétique dans l'univers même de la série. C'est vraiment, voilà, c'est très très bonne utilisation. Et on enchaîne juste après avec un épisode qui est
très différent, mais qui est tout aussi bien, voilà, qui est beaucoup plus centré sur la sénatrice, sur Mon Mothma, et sur les conséquences directes des deux précédents épisodes. Et là aussi, là où dans la prélogie, les scènes au Sénat, on s'en foutait un petit peu, là ça prend une toute autre ampleur, à la fois dans la série, mais aussi même si vous regardez pas la série, je vous conseille d'aller voir le speech de Mon Mothma dans cet épisode-là. Et si vous n'y trouvez pas de parallèle avec ce qui s'y passe dans notre réalité, salut Dr Bishop. Si vous n'y trouvez pas, Salut, Docteur Bishop. si vous ne trouvez pas de parallèle avec notre monde à nous, voilà, je vous conseille de regarder les infos. Je fais un lien avec que ce soit Ukraine-Russie ou Israël-Palestine. Je pense que pas sur exactement tout le temps les mêmes choses, mais voilà, il y a et la série ne le fait pas vraiment exprès. Elle cherche pas à s'inspirer d'événements réels, c'est juste qu'elle s'inspire du fascisme, de la tyrannie, et c'est juste que c'est tellement des choses qui sont tellement cycliques que oui, parce que la série a été écrite il y a plusieurs années, avant même le conflit et au Moyen-Orient et en Ukraine. C'est juste que voilà, l'histoire se répète et là on est typiquement dans et le scénariste en chef est un amateur d'histoire et voilà, c'est juste qu'on on est dans des cycles, l'histoire se répète et là on est typiquement dans le cycle que dépeint la série. Donc voilà, c'est voilà. En plus d'être très bon, je pense que c'est une série qui est très importante et surtout aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment en termes de, il n'y a pas meilleur exemple que ces trois épisodes là. Voilà, c'est ouais, j'aurais énormément adoré que la série sorte un épisode par semaine parce que vraiment à l'idée de vraiment macérer chaque épisode pendant une semaine, je pense que ça aurait été encore plus puissant parce que là on enchaîne, mais voilà, quand même ça n'a pas diminué mon, mon appréciation de cette série, voilà. Ah voilà, Kari qui dit que Kraki pardon qui dit que voilà, je vends bien. Yes. Je savais bien que sous les gens ça allait porter ses fruits au bout d'un moment. On termine le dernier arc qui va donc découler. Mission accomplie. Voilà, mission accomplie. Voilà, je fais une Daredevil 2003. Alors, sauf que Andor c'est vraiment bien, là où Daredevil c'est juste moyen quoi. Dernier arc pour. Enfin, que dis-je, Daredevil est le Ouais, meilleur film c'est de vrai tous les qu'on temps. a l'air plutôt doué hein, pour vendre des trucs, visiblement. Hein. C'est quand on est passionné, tout simplement. Ça marche bien. Euh, C'est vrai que ça aide. Oui, ça aide. Dernier arc, on est encore un petit peu. Alors, on, on a encore un petit peu le traumatisme, hein, je dirais, de l'arc d'avant. Et là, on est vraiment sur l'arc qui termine le cercle. Voilà, qui conclut bien sous tous les rapports. Évidemment, la série va mener jusqu'à Rogue One, donc on est quand même, on a toujours un petit peu la menace de l'étoile noire, oui parce que je dis étoile noire et pas étoile de la mort, il y a toujours la menace de l'étoile noire qui pèse un petit peu parce qu'on sait que ça arrive, on sait que Cassian est lié à cette histoire-là. Et la série en profite pour vraiment montrer un peu tous les maillons de la chaîne de transmission d'informations, que ce soit du côté de l'Empire ou de la Rébellion. Euh, L'épisode 10, on est énormément concentré sur Luthen, voilà qu'on voit en haut à gauche. On en profite pour explorer son histoire personnelle, sa relation avec Leia, et on assiste là aussi, ça peut être sa mission la plus importante. Énormément de tension, beaucoup d'émotions. C'est un épisode où on ne voit absolument pas Cassian de toute la série, alors que c'est de tout l'épisode, pardon, alors que c'est le personnage principal. À aucun moment on a un manque. Voilà, c'est vraiment l'épisode arrive à construire un petit peu une mini histoire en à peu près 45 minutes, qui arrive voilà très très bien à résumer à peu près une vingtaine d'années de relation entre Lucen et Cléa en 45 minutes. On a compris très très vite comment ils opéraient en explorant divers points clés de leur relation. Voilà, on sait pas on est au tout début de leur relation, puis quelques années après, puis etc. etc. Et on comprend très vite comment, voilà, il y a un côté un petit peu de, pas de famille adoptive parce que c'est un petit peu plus pragmatique et peut-être un peu plus complexe que ça, mais on a vraiment on sent le développement
d'une relation compliquée et à la fois aussi des méthodes. On retourne sur Naboo, voilà, c'est un petit détail, voilà, c'est un léger spoil. On retourne sur Naboo le temps d'une séquence. Ça fait plaisir, c'est la première fois qu'on voit Naboo en live action depuis la revanche des Sith. Donc voilà, ça fait. Non, pas de mention des Jedi. On a la présence de la Force, c'est un autre bon point de la série. On a la présence de la Force, mais on nous dit pas c'est la Force. On nous la fait ressentir via des choses un petit peu plus vagues, un petit peu plus. Parce que les personnages qui sont dans cette période-là ne connaissent pas, enfin ils savent pas manier la Force. Elle est plus lointaine, Voilà, plus diffus. il y a un personnage, il y a surtout un personnage qui parle de ces sujets-là, mais c'est vraiment ce, le personnage enfin elle-même n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'elle ressent ou ce qu'elle veut dire donc c'est vraiment quelque chose de très très flou, mais on sent qu'il y a un côté un petit peu de destin, de but, de destinée. Donc voilà, c'est très très voilà. Et non, pas de Vador non plus, pas d'Empereur, pas de Jyn Erso. Et alors dommage de pas faire de lien. Le showrunner il avait dit s'ils ont pas besoin d'être là, ils le seront pas, et en fait je préfère qu'un scénariste raconte ce qu'il a à dire plutôt que de se sentir forcé de dire ah vous avez vu c'est Luke Skywalker. Enfin la série n'en a absolument mais vraiment pas besoin, mais vraiment pas du tout. Alors certes on peut croire que c'est cloisonné, mais on voit Saw Gerrera, on a Cassian qu'on connaît déjà, il y a Mon Mothma, il y a Bail Organa, un autre sénateur, voilà le père de Leia. Donc on sent qu'on est connecté, il y a d'autres personnages secondaires de Rogue One. Donc on sent qu'on est connecté, mais on n'a pas besoin de nous montrer. Et regardez, c'est caméo numéro 3. Il n'y en a pas besoin. Je pense que s'ils avaient estimé nécessaire de le faire, ils l'auraient fait. Ils ont même changé d'acteur pour Bail Organa parce qu'ils n'avaient pas pu retrouver l'acteur d'origine. Donc ils voulaient avoir Bail Organa dans la série et ils l'ont mis. Mais je pense qu'ils se sont jamais sentis obligés d'en ajouter d'autres et ils l'ont pas fait. Et c'est très très bien. Et même pour l'empereur, on le cite souvent, mais on le voit jamais. Et je trouve qu'il y a un côté un petit peu menace intangible. Donc on n'a pas. Ah, l'empereur, on le cite. Ah, Ah, excellent. Mais voilà, on n'a jamais besoin de le voir. Enfin, si tes craintes, c'est de qu'on ait un manque parce qu'il n'y a pas ces personnages-là, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. On a d'autres hauts gradés de l'Empire qu'on connaît déjà, donc voilà, c'est voilà. Épisode 11 et 12, on conclut vraiment vraiment les choses. On retourne sur Coruscant, on explore un petit peu les failles de l'Empire, on montre à quel point le fascisme finira éventuellement par bouffer ses propres agents, hein. Ils se retourneront contre les défenseurs du fascisme, hein. Ça, là aussi, hein, c'est cyclique, hein, c'est tout le temps comme ça. Donc on est sur un petit peu du Star Wars un petit peu plus classique, un petit peu plus action. On voit comment Cassian en arrive au point où il en est juste avant Rogue One. On lui donne sa veste, on lui donne son blaster, et les dernières images de lui qu'on voit, c'est il s'en va dans son vaisseau pour aller à l'endroit où on le voit pour la première fois dans Rogue One. Donc voilà, on va vraiment combler les trous jusqu'au bout. On voit les destins des personnages secondaires principaux jusqu'au bout. Il y a beaucoup de... C'est assez satisfaisant. Enfin voilà, les choses se mettent bien en place. Je me suis pas senti frustré par le destin d'un personnage, par où est-ce qu'ils en sont à la fin de la série. Je trouve que voilà, c'est pas frustrant. On n'est pas sur on n'est pas sur un Game of Thrones saison 8 quoi. Voilà, petit axe, ça fait plaisir. Euh, J'en ai profité de cette slide pour vraiment mettre un petit peu tout ce que je n'aurais pas pu, ce que je n'ai pas évoqué précédemment. Euh, je vais faire de gauche à droite, de haut en bas. Première image, Bail Organa, donc voilà, je l'ai mentionné, on a dû changer d'acteur. Mais la série, habilement, nous le montre très brièvement durant un épisode et nous fait attendre une semaine pour le revoir après, donc on a le temps de internaliser le fait que c'est plus le même acteur. Ça passe tranquille, l'acteur se démerde très très bien. Donc voilà, rien à redire, il fait très bien le taf. On a bien évidemment le retour de K2SO, voilà en haut à gauche, oui, au milieu, tout en haut. On a voilà le droïde K2SO, voilà évidemment de retour, hein, voilà, il était dans Rogue One, là on voit comment ils se sont rencontrés avec Cassian. C'est pas la même histoire que dans le comics, l'histoire de leur rencontre avait déjà été racontée. Là ils ont changé l'origine. C'est pas du tout la même, on va dire c'est pas du tout
la même intensité hein, dans leur rencontre. Voilà, mais voilà, là aussi rien à redire, le personnage est drôle. Il est pas beaucoup là, mais en même temps c'est de l'aveu même du scénariste, hein, c'est un personnage très dur à écrire, donc ils l'ont gardé jusqu'à la fin. J'aurais bien aimé en voir plus, mais voilà, c'est pas un défaut non plus. Voilà, j'ai parlé du personnage de Cléa, voilà, en haut à droite. Premier rôle majeur, voilà, pour l'actrice. Elle s'en sort magiquement bien. Euh, Hyper impressionnant, voilà, donc rien à redire de plus là-dessus. Au milieu à gauche, on a le retour de Orson Krennic, voilà un des directeurs du bureau de sécurité impériale, qu'on sait être évidemment lié à l'étoile noire, donc évidemment c'est logique qu'il soit là. Il a un côté un petit peu diva qui me fait très très plaisir. Il a un côté assez terrifiant parce qu'il a affaire à des subordonnés qui le considèrent vraiment comme terrifiant et effrayant. Donc voilà, on le met dans un autre contexte. Très très cool. Voilà, j'adore Ben Mendelsohn. Rien à redire. Anton Lesser, voilà, j'en ai parlé au tout début. Le Major Partagaz. Excellent personnage. J'adore sa fin lui aussi. Voilà, sa dernière scène qu'on voit dans la série. Euh, voilà, en plus on ramène un élément de la première saison avec le manifeste de Nemik, j'en dirai pas plus. Voilà, un acteur voilà qui vraiment dégage quelque chose d'assez unique, c'est très très cool. Les Gorman, j'en avais parlé, voilà au milieu à droite. Euh, c'est basé sur la France, voilà Cocorico, ça fait plaisir. Euh, En bas à gauche, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. En bas à gauche, on a Bix, un personnage assez important. Une amie d'enfance de Cassian. D'ailleurs, dans une scène, je pense qu'on n'a jamais vu ce type de scène-là. Voilà, dans le premier arc, on a une scène où elle a affaire à un officier impérial. Là aussi, je vais pas dire quoi comment, mais on assiste à une scène qui n'avait, on va dire, la nature de la scène a dépeint des événements qu'on n'avait jamais vu montrés dans la saga avant. Mais c'est là aussi tout à fait raccord avec ce que pourrait faire l'Empire. Donc voilà, assez choc, mais bien fait. Donc rien à redire. On a le personnage de Brasso, voilà, ligne du bas au milieu, a juste un bon bro quoi. Voilà, c'est juste un bon pote euh, qui montre très bien un petit peu d'où proviennent un petit peu les ressentiments, les actes d'insurrection, de rébellion. Dans la première saison, il a une scène excellente où il fracasse un facho avec une brique. Je vous conseille, ça fait très plaisir. Et voilà, en tout dernier, on a, voilà, j'en ai parlé, on revoit Naboo vite fait, donc voilà, c'est l'image où il y a Naboo. Ça fait plaisir, c'est Naboo, c'est sympa. Voilà. Tu peux passer du coup à la scène après. Voilà, je pense avoir été assez élogieux et assez exhaustif sur mon avis. C'est la meilleure série Star Wars. C'est la meilleure série. C'est la meilleure série Star Wars. C'est la meilleure chose que Star Wars ait fait depuis un sacré bout de temps. Vraiment de bout en bout, la série, même quand elle est un petit peu moins bien, on s'arrête jamais vraiment très très bas, hein, ça reste toujours très bon. Donc voilà, c'est la meilleure chose que Star Wars ait fait depuis un sacré bout de temps. Et je pense que c'est dans mon top. Ouais, je dirais que c'est dans mon top 3 facile des projets Star Wars de tous les temps. Donc voilà, et même si en fait, et même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, c'est une série qui peut très bien passer parce que ça parle voilà du fascisme, de la révolution, de la barbarie, du fascisme, de comment sont traités les prisonniers dans les prisons. Ça parle de la famille, ça parle de la famille adoptive. Euh, voilà, que dire. Ça parle des sacrifices qu'on peut faire pour combattre la tyrannie. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui traite de thèmes et de sujets tellement universels que au-delà de Star Wars, il y a une très bonne série de toute manière. Donc voilà, quand j'en parle aux gens, je dis que par exemple The Mandalorian, je trouve que c'est une bonne série Star Wars. Andor est une très bonne série tout court. C'est une très bonne série Star Wars, mais ça va bien au-delà. Donc voilà, allez regarder Andor, je vous en supplie, je suis prêt à vous payer. Allez regarder, les Saintes Écritures. Vas-y, donne les sous. Ah mais non, c'est pas... Non.